On aurait pu avoir des témoignages beaucoup plus précis, mais personne ne voulait savoir. Justement, je me demande pourquoi les gens n'en parlaient pas. Peut-être que les gens de la région ont eu honte du massacre. Je ne sais pas. On ne sait rien. Que des on-dit. Et avec les années, les on-dit sont devenus la vérité. En 1940, la Seconde Guerre mondiale en cours, le maréchal Philippe Pétain gouverne la France. Pétain a signé l'armistice avec le Troisième Reich et la France est coupée en deux. Le nord de la France est occupé par les forces allemandes et le sud de la France, avec le gouvernement à Vichy, s'appelle zone libre. Le régime de Vichy est réputé pour sa collaboration avec les nazis allemands et les fascistes italiens. De Londres, Charles de Gaulle lance, le 18 juin 1940, un appel à la BBC au peuple français pour résister et ne pas cesser le combat contre l'Allemagne nazie. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé. Ce discours, très peu entendu sur le moment, mais publié dans la presse française le lendemain et diffusé par des radios étrangères, est considéré comme le texte fondateur de la résistance française. Quand, en 1942, les nazis allemands occupent aussi le territoire dans le sud, l'opinion publique dans le sud-ouest se tourne contre les nazis et la résistance progresse. Le prix du sang et des larmes. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la fin. Joseph Reynaud, né dans l'Aude en mars 1911, s'installe en 1939 avec sa femme en tant que docteur à Lombèze. Leur premier enfant, un fils, est né fin 1939. Quelques années plus tard, une fille voit le jour. Après l'armistice de 1940, Reynaud ne tarde pas à faire de la politique anti-gouvernementale et son action trouve promptement de l'écho. En octobre 1943, l'offensive nazie contre la résistance fait son début à Lombèze. À l'écoute de son poste de radio, Reynaud est dans l'incertitude quant à la date du débarquement, mais il sait qu'une opération formidable se prépare en Angleterre. En janvier 1944, le docteur Reynaud est secrètement alerté qu'il est cherché par la Gestapo. Il quitte sa maison et sa famille afin d'être complètement disponible. Désormais, il va de ferme en ferme, voyage la nuit, préside au transport d'armes. Il maigrit et se fatigue beaucoup. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux? Avec notre armement pour le moins sommaire, nous devions protéger un terrain de parachutage. C'était notre premier parachutage et nous étions excités. On entendait l'avion approcher. Une lampe torche au sol envoyait en morse un signal de reconnaissance et on allumait les feux. D'un seul coup, fleurissent dans le clair-obscur les corolles multicolores des parachutes. Ramassage des tubes, et quand le soleil se levait, rien n'indiquait ce qui avait eu lieu cette nuit. Une livraison d'armes. Après le débarquement des Alliés, et au fur et à mesure de leur progression, les groupes de maquisards combattent très violemment les troupes nazies. Le maquis de Joseph Reynaud, avec le commandant Marcelin, adjoint militaire,
est établi dans la dernière semaine de juin 1944 et comprend environ 87 hommes. Le groupe émigre beaucoup et vers le 24 juin, il s'installe dans 2 fermes vacantes, l'Arré et le Priou, près du village de Meillan. Les événements provoquent sûrement un engouement chez les jeunes garçons des villages alentours et de l'île en Dodon, qui se motivent pour rejoindre en groupe le maquis. Je voulais rejoindre le plus vite possible une unité combattante. Je prenais la décision de contacter Joseph Bouissel. Il était 11h du soir, le 16 juin, je me rendais avec mes camarades dans une petite grange. À 1h du matin, le détachement du maquis Reynaud arrivait dans un autobus. Il nous distribuait des armes, encore graissées, fruit d'un parachutage récent. Joseph Reynaud nous souhaitait la bienvenue en termes chaleureux. Dès les premières lueurs de l'aube, nous faisions connaissance avec tous les camarades du groupe Reynaud. C'était véritablement une grande famille. Mon travail consistait à poser des affiches et des tracts clandestins invitant les jeunes à se regrouper et à ne plus baisser la tête sous la contrainte et l'humiliation que l'occupant imposait. Nous décidons de contacter tous les camarades aptes à participer à la libération de notre pays. Nous étions 26, des jeunes de l'île en Dodon et des réfugiés. Notre groupe était spécialement chargé des arrestations de traîtres. Les traîtres étaient jugés dans la ferme du Libou par les juges Joseph Reynaud, Maurice Espitalier et Félix Perry. Moi et Petit Jean étions gardes. Les verdicts de ces jugements étaient la mort ou la libération immédiate. Pas de solution intermédiaire. La sentence de mort était immédiatement applicable. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse, la misère. J'avais 24 ans en 1944 et j'étais originaire des Ardennes. J'arrivais à l'île en Dodon en 1942. Le boulanger, M. Corret, m'hébergeait et il me cachait chez un ami dans une ferme. J'en avais marre d'être inactif. Alors en 1944, j'allais avec les autres de l'île en Dodon à Meillan. En tant que mécano, je bricolais beaucoup de véhicules. Il y avait un car et des petites camionnettes. On voit, à l'île en Dodon, des maquisards armés, en pleine foire où ils récupèrent un veau. Les maquisards se relâchent un peu. Certains lavent leur linge dans la laire. Autour de la ferme rôde un cochon sur lequel les maquisards ont peint Adolphe. Ce matin-là, ils sont survolés à basse altitude par un avion nazi qui lâche des tracts. Sur les tracts, on peut lire comment les nazis essayent de convaincre les maquisards de se rendre et de livrer leurs armes. En septembre 1943, j'étais affecté au corps urbain d'Auch. J'avais une haine pour le régime nazi, donc j'étais content de faire la connaissance de Reynaud. Je me rendais avec 2 gendarmes et une voiture au PC du bataillon d'Armagnac pour prendre en charge un officier supérieur américain, Fuller. Je devais le conduire au maquis où on arrivait tard la nuit. Reynaud expliquait qu'il n'avait pratiquement pas d'armes et le colonel transmettait immédiatement un message à Londres. Il assurait à Reynaud qu'il aurait, sauf mauvais temps, son armement dans 4 ou 5 jours. Chaque soir et tard dans la nuit, Joseph Reynaud guette, près de l'appareil de radio, le message qui confirmera l'arrivée de l'important parachutage promis. Je portais un message du PC à Reynaud. L'ennemi avait repéré la position du maquis et il fallait envisager son déplacement. Il me fallait revenir à Meillan. J'arrivais au maquis avec le message d'évacuer immédiatement. La position était connue. Reynaud réunissait les chefs, leur donnait connaissance du message et donnait ordre de tout charger pour partir dans la nuit. La vie du maquis est de courte durée. Les armes des Alliés arriveront trop tard. La formation allemande comprend 3 compagnies de combat et une compagnie d'engins avec mortiers et mitrailleuses lourdes. À Castelnau-Magnoac, elle se scinde en 2 détachements.
Une unité prend la route vers Masseube et l'autre se dirige vers la Lose. Le détachement qui suit la vallée de la Gimone est heureusement aperçu à temps par M. Laforgue, qui dépêche son fils au Prioux pour informer le maquis. J'étais de garde à minuit et nous n'avions rien repéré de suspect. À 7 heures, nous étions réveillés par le chef Péry qui nous disait d'aller en patrouille dans le bois. Je voyais une douzaine d'hommes qui montaient. Ils installaient une arme automatique. On lâchait une rafale sur les frites. Ils se jetaient à plat ventre. Nous étions à 500 mètres les uns des autres. J'étais désigné, avec Charles Desplat et Gabriel Beria, de tenir position entre le vivier et la ferme. Beria et moi avions chacun un fusil et 3 grenades. Nous avions ouvert le feu en faisant modérément usage de nos munitions, car nous n'avions qu'un armement très restreint. Peu à peu, le danger se précisait. Nous étions réunis autour de notre chef, M. Cozade, qui me disait d'essayer de mettre le camion en marche. Je me précipitais 5 ou 6 mètres, laissant mes camarades derrière moi, lorsque j'entendais siffler un obus de mortier. Il s'écrasait sur mes amis. J'entendais les hurlements et des cris. J'ai été soulevé de terre, enlevé par le souffle de l'obus. J'étais touché au rein, mais j'étais en vie. Les obus continuaient de tomber, de plus en plus nombreux, de plus en plus vite. Je courais, je ne sentais plus la douleur. J'avais parcouru une vingtaine de mètres lorsqu'un obus frappait le camion de munitions. Le nord est complètement bouclé par les nazis, mais le sud pas tout à fait. Le camion de munitions venait de sauter et des malheureux couraient à travers les flammes de la ferme incendiée. Nous étions encore arrosés par des mitraillettes et des armes lourdes. Notre fusil mitrailleur n'avait plus de munitions et il n'y avait plus que René Lavache et moi à nous battre au fusil. La terre volait de partout et ce n'était qu'un sifflement de balles autour de nous. Au bout d'une demi-heure de cauchemar, nous arrivions au bois et nous reprîmes notre souffle. Nous n'en pouvions plus. J'étais le seul à rester dans le bois. Je décidai de monter dans un arbre. Je n'ai jamais revu mes camarades. Desplat, derrière notre fusil mitrailleur, tomba en premier. Beria et moi continuions à tirer. Quand Beria prenait le fusil mitrailleur, il tomba lui aussi. Le terrain était jonché de cadavres de mes camarades. Bouissel était frappé d'une balle en plein front. Nous ne restions que 4, pleurant et criant notre impuissance. Les nazis ouvraient sur nous un feu nourri d'armes automatiques qui faisait parmi nous une autre victime. Nous nous sommes dirigés vers le sud. Par un fossé, nous arrivions ainsi derrière une ferme où nous découvrions un vivier. On s'est laissé tomber dans l'eau boueuse où nous pouvions nous cacher. Un combat qui ne dure guère plus de 2 heures tuera 67 maquisards. Ils sont abattus dans le bois du Prioux et aussi dans le ruisseau l'Alaire. Les occupants de la ferme Larrey se sont cachés dans le bois voisin. Ils sont découverts par les nazis, sont reconduits à la ferme où ils sont fusillés contre le mur. Le feu est mis au bâtiment. Seulement 17 résistants arrivent à s'échapper. La plupart quittent les lieux par le sud, où la boucle des nazis n'est pas fermée. Le corps du docteur Joseph Reynaud est retrouvé à quelques mètres à peine de son poste de commandement. Il a une blessure à la cuisse et une balle dans la tête. Le commandant Marcelin est retrouvé criblé de balles derrière un fusil mitrailleur. Les nazis achèvent les blessés, s'attachant à les défigurer, s'acharnant même sur les morts. Verneau, Viviès et Vigneault sont faits prisonniers et sont exécutés 2 jours après. Au Prioux, 4 otages sont arrachés à leur famille. Avant d'être fusillés par vengeance, ils sont mutilés impitoyablement.
À la ferme du maquis, il y avait beaucoup de monde. Il y avait des morts à peine reconnaissables, et d'autres personnes que je ne connaissais pas. Après les avoir enroulés dans leurs draps, on les entassait l'un sur l'autre. On mettait à chacun une bouteille de bière contenant un papier avec leur nom. Jean Baran et Urbain Ray n'arrêtaient pas de scier, de clouer des planches et des couvercles, des cercueils qu'on fabriquait sur place. Le curé Aguilar pleurait en allant d'un cercueil à l'autre. Tout le monde travaillait vite et parlait à voix basse. C'était un spectacle surréaliste. Je faisais là, avec les autres, la plus triste besogne de ma vie.